L'espace n'est pas censé être noir. Il y a des étoiles partout. Elles ne devraient pas tout illuminer ? On ne voit pas toutes les étoiles. C'est que certaines d'entre elles sont mortes avant que leur lumière n'atteigne la Terre. Saturne n'est pas la seule planète qui a des anneaux. Les géants gazeux Uranus, Neptune et Jupiter ont eux aussi des anneaux, mais ils sont fins et presque impossibles à voir. La NASA peut convertir des ondes plasma, des ondes radio et des champs magnétiques en traces audio et écouter ce qui se passe dans l'espace. Ils enregistrent tout un tas de sons intrigants, des bips et des sirènes comme celles des ambulances. En réalité, l'espace en lui-même est un lieu étrangement silencieux. Il y a des ondes et des vibrations sonores, mais elles sont impossibles à percevoir. Les océans recouvrent plus de 70% de la planète. En moyenne, l'océan a une profondeur qui correspond à 8 fois l'Empire State Building et l'homme n'a exploré que 5% de ces profondeurs mystérieuses. Il existe des lacs et des rivières sous l'océan. Ce sont des points d'eau plus denses que le reste de l'eau, donc ils sont faciles à repérer. Les requins aussi vont au café lorsqu'ils ont besoin d'un bon expresso. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone de l'océan appelée White Shark Café, où les grands requins blancs se donnent rendez-vous l'hiver. Ils se retrouvent, se racontent des blagues et rigolent en pensant à combien d'humains ils ont terrorisés. Ils retournent ensuite sur les côtes pour nous faire encore un peu plus peur quand il fait plus chaud. Tu as déjà testé un grand fromage blanc ? Tu devrais. Tu peux goûter l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse sur ton pied, enlève ta chaussette d'abord et attends un peu. Le composant responsable de cette odeur particulière peut être absorbé à travers la peau même si tu n'as jamais mis de gousse dans ta bouche. Les homards aussi peuvent faire exactement la même expérience. Bon, eux ils goûtent tout avec leurs pieds à vrai dire. Au Tibet, il existe des pommes qui ne sont ni vertes ni rouges, mais violettes foncées, les Black Diamond. Elles sont cultivées dans une zone avec une forte intensité d'ultraviolet la journée et où les températures baissent remarquablement la nuit. Ces deux facteurs donnent aux pommes cette couleur foncée. En Australie, il existe un lac rose bonbon dont la couleur est due au pigment des algues sur le fond du lac. Il existe une espèce particulière de méduse qui est immortelle. Voilà, j'ai trouvé le logo pour une compagnie d'assurance vie. La Terre tourne autour du Soleil, mais elle n'a pas une vitesse constante. On ne le remarque pas, mais elle est peu à peu en train de ralentir. On aura des journées de 25 heures dans environ 175 millions d'années. Ce n'est pas encore l'heure d'ajouter une heure à ton planning. L'espace est gigantesque. Et ouais, mais il existe clairement des endroits vides puisqu'il y a plus d'arbres. 3 trillions sur notre planète que d'étoiles dans la Voie lactée. Environ 300-400 millions seulement. Les autruches ne mettent pas vraiment la tête sous le sable. Lorsqu'elles repèrent un danger, elles baissent la tête, le cou et le corps afin d'être moins facilement repérables pour les prédateurs. Leur cou de couleur claire se confond avec le sable, d'où l'impression qu'ils s'y cachent. Sur la Terre, les gens sont habitués à voir des couchers de soleil orange, rouge ou jaune. Mais sur Mars, le ciel qui est rouge-rose d'habitude devient bleu dès que le soleil se couche. C'est parce que Mars est beaucoup plus loin du soleil par rapport à la Terre, ce qui fait que la lumière du soleil est moins intense. La fine poussière présente dans l'atmosphère de Mars absorbe la lumière bleue et élimine les couleurs chaudes typiquement présentes sur Terre. Qu'ils soient jaunes ou bleus, les couchers de soleil sont toujours spectaculaires. Sur Terre, les ondes sonores font vibrer les molécules, et c'est pour ça qu'on entend les sons. Sur les autres planètes et sur les lunes, les sons se déplacent dans l'atmosphère aussi bien que dans les océans. Dans l'espace, on dit qu'il n'existe aucun son, puisqu'il n'y a aucune molécule pouvant vibrer et produire du son. Mais tous les chercheurs ne sont pas vraiment d'accord. L'espace n'est pas seulement un lieu de vide. Entre les zones vides, il y a des nuages de gaz et d'autres particules résiduelles. Donc, en fonction de l'emplacement, les ondes sonores sont possibles. Les humains explorent l'espace depuis plus de 60 ans et récemment, ces efforts ont été récompensés. Toutes les planètes de notre système solaire ont été explorées, même les planètes naines comme Pluton et Cérès. La plupart de ces explorations ont été effectuées dans le cadre du programme Voyager de la NASA, lancé en 1977. Les Voyager 1 et 2 ont recueilli des informations sur les planètes, leurs lunes et leur système d'anneaux et champs magnétiques. Ces vaisseaux jumeaux continuent d'envoyer des données sur Terre et le Voyager 1 est actuellement dans le milieu interstellaire. En 2011, les astronomes ont découvert un énorme réservoir d'eau qui flottait dans l'espace à proximité d'un trou noir supermassif appelé Quasar. Des vapeurs d'eau flottantes ont été aperçues dans l'univers, mais elles ne sont pas si communes.
Ce réservoir en particulier contient 140 trillions de fois plus d'eau que toute l'eau des océans de la Terre. C'est le réservoir connu le plus vieux, le plus gros et le plus lointain. Il se situe à plus de 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Aristote a dit un jour que l'or n'était que de l'eau solidifiée dans le sol et mélangée aux rayons du soleil. D'autres étaient persuadés que l'or pouvait être fabriqué à l'aide de la pierre philosophale. Lorsque les Incas ont vu de l'or pour la première fois, ils ont imaginé que ce métal tombant du ciel était les larmes d'une divinité. Mais sa véritable origine semble en elle-même beaucoup plus spectaculaire. Rendons-nous dans un passé très lointain, à une époque où il n'y avait encore ni hommes ni animaux. Une époque où les dinosaures n'existaient même pas encore. Une époque où les formes de vie les plus simples commençaient tout juste à exister. Notre planète ressemblait alors à un immense chaudron rempli d'éléments chimiques. Les éléments, les tremblements de terre et les éclairs se déchaînaient en permanence. C'était il y a environ 3,9 milliards d'années. Au cours de cette période, d'énormes astéroïdes ont traversé notre système solaire. Ils se sont abattus sur Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Il est possible que des astéroïdes soient également tombés sur la Lune et y aient laissé de grands cratères. Une véritable apocalypse s'est produite sur notre planète. Mais heureusement, personne ne l'a vu passer car il ne s'y trouvait pas encore de vie. En parallèle de cette destruction, les astéroïdes ont apporté avec eux des métaux. Mais y avait-il des minerais sur Terre avant cela? Bien entendu. Le noyau de notre planète est principalement constitué de métaux tels que le fer. De là, il se répand dans la croûte terrestre, se mêle au magma, entre en contact avec l'oxygène et se combine avec d'autres éléments. Mais comment ces derniers se sont-ils retrouvés dans notre noyau? De simples atomes d'hydrogène et d'hélium ont fusionné et formé des éléments plus lourds à l'intérieur d'étoiles géantes. Puis des supernovas se sont produites et ont formé de grands nuages de poussière et de gaz. Ces nuages ont atteint notre galaxie et ont commencé à tourner autour du Soleil. Au fil du temps, cette poussière et ces restes d'étoiles ont formé des planètes. L'une d'entre elles était notre Terre. Les métaux qui reposent dans les entrailles de notre planète sont difficiles à obtenir. Et nous n'aurions pas la technologie dont nous disposons aujourd'hui sans cette pluie de météorites qui a constellé la surface de la Terre de minerais. Il existe deux théories. La première suggère que de puissantes explosions de supernovas loin dans notre univers ont formé la plupart des métaux de notre tableau périodique. Pendant l'explosion, une fusion nucléaire s'est produite qui a créé des atomes d'or. Ensuite, l'onde de choc a projeté ces morceaux incandescents dans différentes directions. Ils ont volé pendant longtemps, ont refroidi dans l'espace glacial et ont atteint notre système solaire. Une autre théorie affirme que l'or et d'autres métaux sont apparus des suites de la fusion de deux étoiles à neutrons. Il s'agit de puissantes étoiles, dont la taille est plusieurs fois inférieure à celle du Soleil, mais dont la masse est plusieurs fois supérieure à la sienne. Ce sont des objets dotés d'une force gravitationnelle et d'une densité colossale. Leur collision aurait généré un rayonnement gamma intense, capable de synthétiser de l'or. En 2017, des astrophysiciens ont observé pour la première fois la collision de deux étoiles à neutrons. Ils ont enregistré des traces de métaux lourds, parmi lesquels de l'or, grâce à des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Cette théorie semble donc plus probable. Et si nous allions encore plus loin, d'où viennent les étoiles? Des nuages de poussière et de gaz sont dispersés dans l'univers. Ils se mélangent, se combinent en une seule masse et grossissent comme une énorme boule de neige. Ils se pressent les uns les autres et génèrent une force gravitationnelle. Lorsque toute la matière s'effondre sur elle-même, elle commence à chauffer. Et cette poussée d'énergie crée alors une étoile. Certains physiciens supposent que les étoiles, au cours de leur vie, peuvent produire la plupart des éléments du tableau périodique. Si cette théorie est vraie, alors notre corps est également constitué de particules d'étoiles. Nous découlons peut-être d'une gigantesque supernova qui a explosé il y a des milliards d'années, à l'autre bout de l'univers. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis l'apparition de cette théorie, mais personne ne l'a ni prouvée ni réfutée depuis. Revenons à notre or. L'un des plus grands gisements d'or au monde se trouve en Afrique australe. Les scientifiques pensent que le précieux métal y est apparu il y a plus de 2 milliards d'années, après la chute d'une gigantesque météorite. Les scientifiques sont aussi persuadés que de l'or repose au fond des océans du monde entier. Entre 10 et 20 millions de tonnes de ce métal précieux pourraient se trouver sous les eaux.
mais il ne s'agit pas de grosses pépites, mais plutôt de minuscules particules dissoutes dans le liquide. L'extraction de cet or serait donc bien trop coûteuse. Découvrons maintenant comment les gens extraient de l'or et le transforment en bijoux. Tout d'abord, il faut trouver des gisements d'or, de grandes parcelles de terre ou de roches à l'intérieur desquelles l'or est caché. Les mineurs emploient alors des pioches, des pelles et des machines pour extraire des éclats brillants de la roche. Ces morceaux sont ensuite dissous dans un acide spécial qui sépare l'or des autres solides. Ensuite, d'autres substances sont retirées du métal précieux par fusion ou par l'injection de gaz. Lorsque l'or est raffiné, on vérifie sa pureté. 99,9% étant la valeur de référence. Et voilà le travail. Ton or est prêt à servir. Il est possible de le transformer en bijoux ou en composants électroniques. Les métaux les plus rares sur Terre proviennent également des étoiles. Il s'agit du rhodium et de l'iridium. Ils sont plusieurs fois plus chers que l'or, non en raison de leur beauté, mais de leur intérêt pratique. Par exemple, le rhodium et l'iridium peuvent rendre des gaz nocifs inoffensifs. Et 90% de la demande de ce métal provient du marché automobile. Ces métaux sont utilisés dans la fabrication des catalyseurs qui sont nécessaires pour réduire les gaz d'échappement nocifs. Lorsque les substances toxiques produites lors de la combustion du carburant entrent en contact avec ces métaux rares, elles deviennent aussi plus sûres, puisqu'une micro-couche de rhodium et d'iridium est appliquée sur les parois du cylindre. L'or, le platine, le rhodium et l'iridium sont les métaux les plus chers. Mais qu'en est-il des plus durables ? Il est un peu compliqué d'élire un grand vainqueur, car la résistance d'un métal dépend de 4 critères. Tout d'abord, il y a la résistance à la traction. C'est la capacité d'un métal à supporter la rupture. Par exemple, la pâte à modeler a une très faible résistance à la traction, car tu peux facilement l'étirer dans différentes directions. Au sein des métaux, c'est peut-être le tungstène qui est le plus difficile à étirer. Un autre critère est la résistance à la compression. Il s'agit de la capacité d'un métal à résister à une pression quelconque, et dans ce domaine, c'est le chrome qui est l'un des plus résistants. Le troisième critère de résistance des métaux est la limite d'élasticité. Pour la mesurer, il faut fabriquer une tige ou une poutre à partir de n'importe quel métal, puis essayer de la tordre et de la briser. Le métal qui présente la plus grande résistance aura ainsi une limite d'élasticité élevée. Et le titane semble tout indiquer pour cela. Le quatrième critère est la résistance au choc. Ce facteur montre à quel point le métal est résistant lorsqu'il tombe ou lorsqu'il est frappé. À cet égard, le fer enregistre d'excellents résultats. Chaque métal a ses propres points forts et ses propres faiblesses. Le chrome, par exemple, a une grande résistance à la compression, mais il résiste mal à la traction. C'est pourquoi l'industrie métallurgique fabrique des alliages de métaux pour combiner leurs forces. Bon, nous avons appris à connaître les métaux les plus rares et les plus coûteux. Et qu'en est-il des autres éléments ? Quelle est la substance la plus rare au monde ? Eh bien voici l'astate, l'élément le plus rare de notre planète. Il y aurait au total environ 25 grammes de cette substance dans le monde entier. Et sa vitesse de désintégration est égale à la vitesse de sa formation. Par conséquent, la quantité de cette substance dans la nature ne change jamais. On a théorisé cet élément dès la fin du 19e siècle et on l'a découvert au début du 20e. Mais même aujourd'hui, après tant d'années, nous savons peu de choses sur celui-ci. En 1869, le créateur du tableau périodique, Dimitri Mendeleïev, a déduit qu'il existait une certaine substance, correspondant au numéro 85 au sein du groupe des halogènes. Ce groupe d'éléments non métalliques comprend des substances telles que le fluor, le chlore, le brome et l'iode. L'astate est donc considéré comme le plus lourd de tous les halogènes connus et le plus semblable aux métaux. Il a un point de fusion bas et conduit mal la chaleur et l'électricité. Il est cassant à l'état solide et a une couleur sombre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne connaissent pas toutes ses propriétés. Il est presque impossible de le trouver dans la nature. Mais les chimistes ont appris à le synthétiser artificiellement. On ne sait pas non plus comment exploiter cet élément, car il est trop radioactif. Mais dans certains laboratoires, les chercheurs mènent des expériences en utilisant l'astate pour traiter les maladies thyroïdiennes. Les scientifiques ont découvert quelque chose d'assez cool. Les trous noirs de Schrödinger. Oui, les objets les plus effrayants de notre univers se révèlent être encore plus terrifiants. Nous savons maintenant qu'ils peuvent exister sous plusieurs états à la fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous allons voir ça.
Les trous noirs sont les mystérieux titans de notre univers. Parfois, on a l'impression que plus on en apprend sur eux, moins on en sait. Nous les avons découverts assez récemment, au XXe siècle. Et depuis, nous en avons trouvé de toutes sortes aux quatre coins de l'univers. Certains font la taille d'une petite ville, d'autres sont effroyablement surdimensionnés. Mais leur caractéristique la plus notable est probablement leur masse immense. Et c'est là qu'une étude récente entre en jeu. Des scientifiques ont constaté que les trous noirs ont des propriétés quantiques très particulières. Ils ont découvert qu'un trou noir peut être à la fois grand et petit, léger et lourd, mort et vivant. Quand ils disent « vivant », je pense qu'ils parlent par métaphore. Espérons en tout cas que ce soit le cas. Mais l'important dans cette découverte est qu'un trou noir peut se trouver dans tous ses états simultanément. Plutôt étrange, non ? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier ? Eh bien, le fait de pouvoir être tout en même temps n'est pas une idée neuve pour la science. Les physiciens appellent cela la superposition, ou, pour faire simple, l'état d'incertitude. Les physiciens quantiques ont d'abord découvert cet état dans de minuscules particules quantiques. Ils ont remarqué une chose très étrange. Tant que nous n'observons pas une particule, elle existe dans tous ses états possibles en même temps. Et ce n'est que lorsque nous commençons à interagir avec elle, par exemple en la regardant, en la mesurant ou simplement en faisant quelque chose, que la particule décide de l'état dans lequel elle doit se trouver. Voici un exemple. Imagine que tu as une balle dans une boîte. Tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Le truc, c'est que tant qu'elle reste dans sa boîte, la balle est de toutes les couleurs en même temps. Ce n'est que lorsque tu la sors qu'elle choisit enfin sa couleur. Tout cela se produit instantanément, donc tu ne le remarques pas. Pour toi, la balle a toujours été bleue. Plutôt effrayant, non ? Et ça soulève beaucoup de questions. Par exemple, comment ces particules comprennent-elles que nous les observons ? Comment décident-elles de l'état dans lequel elles finissent ? Et à quoi ressemble réellement notre monde si nous ne voyons que ce qui nous en est montré ? Bien sûr, cette découverte a provoqué un énorme émoi dans la communauté scientifique. Ce n'est pas étonnant, c'est quand même un peu bizarre. C'est ce que pensait aussi le physicien Erwin Schrödinger au début du XXe siècle. Les théories quantiques lui semblaient délirantes, c'est pourquoi il a décidé de les remettre en question. Il a mené une expérience célèbre. Tu en as probablement entendu parler, même si tu ne connais rien du tout à la science. La célèbre expérience du chat de Schrödinger. Quel était l'intérêt de cette expérience ? Tout d'abord, nous avons une boîte et un chat. Dans la boîte, il y a un récipient contenant un gaz toxique et un mécanisme spécial. À tout moment, il y a 50% de chances que ce mécanisme ouvre le récipient. Si cela se produit, le gaz toxique se diffusera et le pauvre chat ne survivra pas. Si ça ne se produit pas, le chat restera en vie et en bonne santé. Ne t'inquiète pas, il s'agissait d'une expérience purement hypothétique. Aucun chat n'a été maltraité. Mais imaginons que nous ayons effectivement enfermé un chat dans une boîte et que nous ayons attendu 1 heure. Il est temps de vérifier le résultat. Et c'est là que nous nous rapprochons de la partie la plus intéressante. À ton avis, comment cette situation se terminerait-elle dans notre monde ordinaire ? Eh bien, probablement, le récipient finirait par s'ouvrir ou non. Et alors, le destin du chat serait fixé. Après cela, il nous suffirait d'ouvrir le couvercle pour découvrir la vérité. Mais en physique quantique, tout est beaucoup plus étrange. Selon cette science, le chat est à la fois vivant et non vivant jusqu'à ce que nous ouvrions la boîte. En d'autres termes, l'univers lui-même ne sait pas quoi faire de ce chat. Comme si le pauvre animal se trouvait entre 2 mondes à l'intérieur de sa boîte. Et quand tu ouvres le couvercle, l'univers choisit un résultat de manière aléatoire. Alors, pourquoi avoir fait subir tout ça à un pauvre chat ? Eh bien, au départ, Erwin Schrödinger voulait montrer à quel point tout cela lui paraissait stupide. Mais au final, il a accidentellement prouvé que les physiciens quantiques avaient raison. La situation s'est avérée plutôt drôle. Ça s'est passé comme ça. Ces physiciens quantiques n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Selon leur logique, le chat dans ma boîte devrait être à la fois vivant et non vivant. Mais attendez. Oh. Ils ont raison. Schrödinger a reçu le prix Nobel en 1933, mais pas pour cette découverte. Et en 2022, 3 scientifiques ont reçu le prix Nobel pour une autre découverte dans ce domaine. Ces scientifiques sont Alain Aspect, John F. Clauser et Anton Zeilinger. Ils ont été récompensés pour leurs expériences sur les états quantiques enchevêtrés. Qu'est-ce que cela nous apprend ?
Faut-il se tourner vers une branche de la magie pour comprendre tout ça? Malheureusement, l'humanité n'est pas assez développée pour tester ces théories. Pas encore. Mais nous avons beaucoup d'hypothèses plutôt sympas. Par exemple, la théorie des univers parallèles est une tentative d'explication de ce phénomène. Tu te souviens de la balle dans la boîte? En gros, selon la théorie du multivers, il y a un nombre infini de réalités différentes. Donc, si tu ne sais pas à quoi ressemble la balle, c'est qu'elle existe dans cet état interdimensionnel et incertain. Mais lorsque tu ouvres la boîte et que tu regardes la balle, tu es transporté dans une réalité donnée. Par exemple, dans celle où elle est bleue. C'est assez incroyable et tout à fait passionnant. Mais pourquoi avons-nous besoin de toutes ces informations? Quel rapport avec la récente découverte? Eh bien, les scientifiques se sont dit, si les particules de notre univers se comportent comme ça, qu'en est-il des objets spatiaux les plus grands? Et ils ont donc décidé de pointer leurs appareils non pas vers le microcosme, mais vers l'espace lointain. Le physicien théoricien américano-israélien Jacob Bekenstein a été le premier à suggérer que les trous noirs pourraient avoir les mêmes propriétés étranges. Mais cette théorie devait être testée. La recherche avait pour but de trouver un lien entre les particules quantiques et les trous noirs. Les chercheurs ont donc créé une structure informatique dans laquelle ils ont placé une particule quantique simulée juste aux abords d'un trou noir géant simulé. Et cette analyse leur a montré que les trous noirs pouvaient eux aussi exister sous plusieurs états à la fois. Par exemple, ils peuvent être incroyablement massifs et, en même temps, ne pas avoir de masse du tout. Ces mystérieuses portes de l'espace peuvent avoir différentes masses à la fois. Cette modélisation a montré que ces masses superposées se trouvaient, en fait, à l'intérieur de certains ratios déterminés, ainsi que Bekenstein l'avait prédit, a déclaré la physicienne Magdalena Zeik en se référant à l'étude. On ne sait pas encore très bien tout ce que cela signifie, et cette découverte seule ne nous a pas beaucoup rapprochés de la compréhension du fonctionnement de notre univers ou de ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. Nous n'avons compris qu'une seule chose: tout ce qui nous entoure est beaucoup plus compliqué et plus fantastique que nous le pensions. Qui sait, peut-être que les trous noirs sont bien des portails entre les univers parallèles. À ce stade, il est impossible de réfuter cette hypothèse. En d'autres termes, l'univers nous a montré une fois de plus qu'il est plus étrange et plus mystérieux et fascinant que nous ne pouvions l'imaginer. Espérons qu'à l'avenir, nous serons en mesure de comprendre au moins un peu ce qui s'y passe.